Bonsoir, merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Le gouvernement a adopté le projet de loi sur l'organisation financière et la récupération des dépôts après un vote serré. Une étape présentée comme cruciale pour stabiliser le système bancaire, mais qui divise profondément la classe politique. Le Premier ministre Nawaf Salam a assuré que 85% des déposants vont récupérer l'intégralité de leur argent, défendant un texte présenté comme une étape réaliste pour stopper l'effondrement financier. Après des heures de discussion, le Conseil des ministres a finalement adopté le projet de loi sur l'organisation financière, plus connu sous le nom de loi sur la fugue financière et la récupération des dépôts. Le Premier ministre Nawaf Salam a pris la parole pour défendre un texte qu'il qualifie d'historique. 85% des déposants vont récupérer l'intégralité de leurs fonds, assure-t-il, précisant que les instruments prévus par la loi sont garantis par 50 milliards de dollars d'actifs de la Banque du Liban. Il insiste également sur la protection d'un symbole national. Nous ne vendons pas l'or, nous ne le mettons pas en gage. Le projet protège explicitement les réserves d'or contre toute exploitation abusive. Pour la première fois, un texte gouvernemental introduit des mécanismes de reddition de comptes. Le Premier ministre se veut clair, ceux qui disent que c'est un effacement des responsabilités mentent. Le forensic audit se poursuivra et la loi impose des procédures de mise en responsabilité. Mais la contestation est vive. 9 ministres, dont ceux des forces libanaises, du Hezbollah et du mouvement Amal, ont voté contre. Ils affirment que le texte ne garantit pas réellement la restitution totale des dépôts et accusent le gouvernement de créer une inégalité entre déposants. Dans la rue, les Libanais oscillent entre attente prudente et scepticisme. Après 6 années de crise, beaucoup peinent à croire que leurs économies leur seront rendues. En parallèle, le président Joseph Aoun a rappelé son soutien aux employés du secteur public, évoquant la nécessité d'un réajustement salarial. Un dossier que le gouvernement dit vouloir intégrer au cadre du redressement financier. La loi adoptée aujourd'hui n'est pas parfaite, reconnaît Nawaf Salam, mais elle marque selon lui un pas indispensable pour stopper l'effondrement et relancer le secteur bancaire. Reste à voir si ce texte, désormais en route vers le Parlement, sera perçu comme une solution ou comme une nouvelle bataille dans une crise qui semble loin d'être terminée. Des avions israéliens ont mené plusieurs frappes sur les hauteurs du Hermel dans la Bekaa et sur la région de Qlim et Toufah au cœur du sud. Ces frappes étaient concentrées sur des zones montagneuses de Nabatieh, Jezine et dans l'est du pays. Selon l'armée israélienne, les bombardements ont visé des infrastructures stratégiques du Hezbollah, notamment des dépôts d'armes et un centre d'entraînement de l'unité d'élite Ar-Radwan. Le porte-parole de l'armée israélienne, Avichai Adra'i, affirme que les raids ont ciblé ce qu'il décrit comme des infrastructures terroristes du Hezbollah. Dans son communiqué, l'armée israélienne justifie ces opérations en accusant le Hezbollah de préparer de nouvelles attaques contre Israël. Huit personnes ont été tuées et plus de 20 blessées dans une explosion à l'intérieur d'une mosquée du quartier alawite de Wadi Dahab à Homs. Une attaque qualifiée de terroriste par les autorités syriennes dans un contexte de tensions persistantes depuis la chute de Bachar el-Assad. À Homs, la prière du vendredi s'est transformée en chaos et en effroi. Une explosion s'est produite à l'intérieur de la mosquée Ali bin Abi Talib, en plein cœur du quartier alawite de Wadi Dahab. Le bilan est lourd, 8 morts et 21 blessés selon les autorités locales. Les fidèles étaient réunis pour la prière hebdomadaire lorsque la déflagration a retenti. Le ministère de l'Intérieur évoque une explosion terroriste. Selon une source sécuritaire, un engin explosif pourrait avoir été placé à l'intérieur même de la mosquée. L'Observatoire syrien des droits de l'homme n'exclut pas non plus la piste d'un attentat suicide. Dans le quartier, c'est la panique.
Un habitant sous couvert d'anonymat raconte: Nous avons entendu une énorme explosion. Personne n'ose sortir. Les ambulances ne s'arrêtent pas. À l'intérieur de la mosquée, les images diffusées par Sana montrent un mur éventré, de la fumée noire et des livres sacrés jonchant le sol. Depuis la chute de Bachar el-Assad en décembre 2024, renversé par une coalition rebelle dirigée par Ahmed el-Shara, les quartiers alaouites subissent régulièrement attaques et représailles. Selon une commission d'enquête officielle, plus de 1400 alaouites ont été tués lors des affrontements de mars dernier. L'OSDH évoque, lui, plus de 1700 victimes. Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer la nature exacte de l'explosion et identifier les responsables. En attendant, la tension reste vive dans une ville fracturée et traumatisée par des années de guerre et de violences confessionnelles. Au Yémen, la fragile alliance entre Riyad et les séparatistes du Sud se fissure. Des frappes aériennes saoudiennes ont visé des positions des forces séparatistes dans l'est du pays, selon des sources proches du mouvement soutenu par Abu Dhabi. Une escalade inattendue au moment où les tensions territoriales entre alliés supposés menacent de reconfigurer la carte du conflit. Nouvelle escalade dans l'un des conflits les plus complexes du Moyen-Orient. Des frappes aériennes attribuées à l'Arabie saoudite ont visé des positions séparatistes dans l'est du Yémen, selon une chaîne de télévision proche du mouvement soutenu par les Émirats arabes unis. Les bombardements auraient touché des forces d'élite hadramites dans le secteur de Wadi Nahab, dans la province stratégique de Hadramaut. Les séparatistes évoquent 2 frappes. Riyad, lui, n'a ni confirmé ni commenté l'opération. Ces frappes interviennent au lendemain d'un appel formel de l'Arabie saoudite demandant au Conseil de transition du Sud, le STC, de restituer les territoires qu'il a conquis début décembre. Le STC, pourtant membre du gouvernement reconnu internationalement, contrôle désormais la quasi-totalité de l'ancien Yémen du Sud, État indépendant jusqu'en 1990. Début décembre, ces forces ont pris Mahra et Hadramaut aux troupes loyalistes accusées d'être proches des frères musulmans. Et selon des experts, ces prises de contrôle ont redessiné la carte militaire. Les Saoudiens considèrent qu'elles menacent l'équilibre de la coalition. Le Yémen reste fragmenté entre les Houthis soutenus par l'Iran et qui contrôlent la capitale Sanaa et une large partie du nord, ainsi que le gouvernement légitime qui rassemble des forces très disparates, désormais en conflit ouvert avec ses propres partenaires du Sud. Les séparatistes affirment vouloir sécuriser l'est du pays, lutter contre la contrebande et empêcher les Houthis et d'autres groupes armés d'en profiter, une justification que Riyad semble contester de plus en plus fermement. À mesure que les alliances se fracturent, la crise yéménite s'enlise dans une nouvelle ligne de fracture. Les frappes saoudiennes marquent un tournant et pourraient ouvrir un nouveau chapitre dans un conflit déjà long de plus de 10 ans. Le président ukrainien Zelensky a annoncé qu'il va rencontrer prochainement Donald Trump, alors que Washington et Kiev intensifient les négociations autour d'un nouveau plan américain visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Une rencontre cruciale confirmée par le site Axios qui en a fixé la date à dimanche. Mais pour l'heure, Moscou considère toujours le plan américain comme inacceptable dans sa forme actuelle. En Ukraine, un tournant diplomatique pourrait se jouer dans les prochains jours. Le président Volodymyr Zelensky a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il rencontrera Donald Trump dans un avenir proche. Selon Axios, cette rencontre aura lieu dimanche. Cette réunion au sommet est destinée à accélérer la recherche d'un accord pour mettre fin à l'invasion russe qui entre dans sa 4e année. Cette rencontre intervient alors que Washington a transmis une nouvelle version de son plan de paix. Un texte profondément remanié après des semaines de discussions intenses entre Ukrainiens et Américains. Le texte prévoit un gel du front aux lignes actuelles sans résoudre immédiatement la question des territoires occupés par la Russie, environ 20% de l'Ukraine. Mais Moscou se montre pour l'instant inflexible. La nouvelle mouture retire 2 exigences majeures souhaitées par la Russie. Le retrait des forces ukrainiennes des zones du Donbass qu'elle contrôle encore et une garantie légale que Kiev ne rejoindra jamais l'OTAN.
Pour le Kremlin, ces concessions sont inacceptables. Son porte-parole, Dmitri Peskov, affirme que Moscou formule sa position, mais refuse d'en dire plus. Selon des sources journalistiques, Vladimir Poutine serait prêt à concéder des territoires, mais non le Donbass. La diplomatie russe a évoqué des progrès lents mais réguliers, sans toutefois laisser entrevoir une réelle ouverture. Pour Zelensky, rencontrer Donald Trump avant le Nouvel An pourrait permettre de débloquer plusieurs points sensibles du plan et d'obtenir des garanties de sécurité occidentales renforcées. Le chef de l'État ukrainien l'a répété, beaucoup de choses peuvent être décidées avant le Nouvel An. Reste à savoir si ces efforts diplomatiques suffiront à rapprocher les positions d'un conflit qui a déjà fait des dizaines de milliers de morts et déplacé des millions de personnes. Et maintenant, direction le Brésil. Au-delà du carnaval et des clichés de cartes postales, Rio de Janeiro vit un âge d'or touristique inédit. Près de 2 millions d'étrangers ont afflué cette année dans la ville merveilleuse, malgré l'insécurité. Entre concerts géants et prix attractifs, Rio séduit une nouvelle génération de voyageurs tout en divisant ses habitants. Rio de Janeiro, capitale mondiale de la fête et du soleil, mais désormais bien plus encore. La ville brésilienne connaît un boom touristique historique. Près de 2 millions de visiteurs étrangers en 2025, un record absolu. Selon les professionnels du secteur, Rio n'a plus de basse saison. Les propriétaires d'auberges et des hôteliers voient affluer des visiteurs toute l'année. Julia Zani est propriétaire d'auberge. Elle explique que quand on pense au Brésil, on pense à Rio. Les gens viennent pour tout, la plage, la fête, la culture, et ils reviennent. Les méga-concerts gratuits de stars internationales comme ceux de Madonna en 2024 et de Lady Gaga cette année ont contribué à renforcer l'aura mondiale de Rio. Des événements relayés massivement sur les réseaux sociaux dans une ville où chaque coin de rue semble pensé pour Instagram. La rue la plus cool du monde, selon le magazine Time Out, c'est ici, la Rua do Senado, en plein centre, un symbole de la renaissance de lieux alternatifs qui attire un public jeune et cosmopolite. Mais la ville merveilleuse garde une face sombre, violence, interventions policières meurtrières et trafic de drogue. En octobre dernier, plus de 120 personnes ont été tuées lors d'un raid policier historique dans les favelas. Un touriste allemand déclare « On se sent en sécurité si on évite les mauvais endroits. Nous n'avons eu aucun problème. » Un sentiment partagé par de nombreux visiteurs, mais loin des inquiétudes de certains habitants qui redoutent l'afflux massif de touristes. Le taux de change avantageux attire particulièrement les Sud-Américains, comme Bélène, venue d'Argentine pour son enterrement de vie de jeune fille. Elle se réjouit. Pour moi, le Brésil sera toujours le premier choix. C'est beau, c'est festif et c'est bon marché. Par son énergie contagieuse, sa culture vibrante et ses efforts massifs de promotion digitale, Rio confirme son statut de destination mondiale incontournable, une ville où touristes et habitants cohabitent sous le charme puissant de la ville merveilleuse. Et enfin au Japon, où les machines à pince ne sont plus un simple jeu d'arcade. Elles sont devenues un véritable phénomène de société. Dans les quartiers animés de Tokyo, elles attirent chaque jour des milliers de joueurs, dopant une industrie en déclin et transformant l'image même des salles de jeu. Entre passion, business lucratif et culture populaire, plongé dans un univers où attraper une peluche relève autant du hasard que du prestige de fan. Au cœur de Tokyo, une foule compacte s'engouffre chaque soir dans les salles d'arcade. Mais ici, ce ne sont pas les jeux vidéo qui attirent, ce sont les machines à pince, devenues les nouvelles reines de l'industrie. Dans ces galeries lumineuses, des dizaines d'allées entières leur sont consacrées, et pour cause, elles représentent désormais plus de 60% du chiffre d'affaires des arcades japonaises. Une bouée de sauvetage pour un secteur qui a perdu près de 80% de ses salles depuis les années 80. Susanna Nogi est étudiante. Elle raconte « Je viens ici 2 à 3 fois par semaine. Je peux dépenser 3000 yens pour attraper une grosse peluche. Ce que j'aime, c'est l'excitation, le moment où ça marche. Mais derrière ce plaisir, une mécanique bien rodée. Les exploitants règlent eux-mêmes la puissance des pinces, une manière de contrôler les gains et aussi les profits.
Le véritable tournant, c'est l'arrivée des peluches sous licence, Pokémon, Disney, héros de manga, des objets prisés, difficiles à trouver ailleurs et qui alimentent un phénomène très japonais, l'oshikatsu, l'art de soutenir son personnage préféré. Akira Kurosaki est un joueur professionnel de cartes Pokémon. Il déclare « Je viens chercher les peluches de mes personnages. C'est ma collection, mon identité de fan. » Longtemps perçues comme sombres et réservées aux hommes, les salles d'arcade ont changé de visage. Ambiance plus familiale, éclairage plus doux et machines standardisées qui rappellent parfois un supermarché. Une stratégie payante, les joueurs affluent de tout âge, de tout genre. 60 ans après leur apparition, les machines à pince continuent de fasciner. Entre jeux d'adresse, hasard et collections obsessionnelles, elles témoignent de la capacité du Japon à transformer un simple divertissement en phénomène culturel. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de suivre nos réseaux sociaux francophones. Bonsoir.